Lors d'un sommet par visioconférence de la CEDEAO ce lundi, les pays d'Afrique de l'Ouest ont exigé la démission de 31 députés jugés mal élus et des législatives partielles au Mali. Au pouvoir depuis 2013, le président Ibrahim Boubacar Keïta est massivement contesté dans la rue depuis juin, au climat d'exaspération nourri depuis des années par l'instabilité sécuritaire dans le centre et le nord du pays, est venue s'ajouter l'invalidation par la Cour constitutionnelle d'une trentaine de résultats des élections législatives de mars-avril. Au problème de sécurité Au problème sécuritaire du Mali vient donc s'ajouter cette crise politique à laquelle il faut trouver une solution. Quel impact de la crise sécuritaire sur l'Afrique occidentale? On en parle dans le forum de l'actualité ce soir. Bonsoir et bienvenue. Oumarou Paul Kwalaga est notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes expert en relations internationales, directeur général de l'Institut de stratégie et de relations internationales. En face de vous, Assegna Anselme Sonda, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargé de programme au Centre pour la gouvernance démocratique CGD. Je rappelle également que vous êtes député, ancien député sous la transition. Merci à vous d'avoir répondu présent à notre invitation. Je vais commencer par vous, Assegna Sonda. Comment vous appréciez déjà les conclusions des chefs d'État de la CEDEAO qui ont exigé, je le rappelle, la démission des 31 députés jugés mal élus et des législatives partielles? Merci beaucoup à Burkina Info de nous avoir conviés à ce débat qui se déroule sur un problème qui est hors de nos frontières mais qui n'est pas sans incidence sur nos différents pays à l'instar de la question sécuritaire. Ceci dit, la décision des chefs d'État de la CEDEAO de demander justement l'annulation des mandats des députés, mandats controversés, est l'une des solutions à la crise, étant donné que c'était relativement l'élément déclencheur, parce qu'il faut le rappeler, ces élections ont été contestées par une partie de la classe politique qui s'est justement rapprochée autour de l'imam Mahmoud Dicko. Depuis lors, les contestations sont parties. Vous pensez que c'est un début de solutionnement de la crise malienne? Oui, seulement, c'est un début de solutionnement, seulement la prétention des acteurs. Quand vous écoutez les M21, ça va au-delà, les revendications vont désormais au-delà. Voilà le mouvement du 5 juin, voilà, qui réunit des partis politiques, des organisations de la société civile. Voilà, M5 plutôt, je veux dire M21, bon, ça, c'est une histoire récente au Burkina, c'est ce qui me... Voilà, les M5, quand vous lisez sa plateforme revendicative, désormais, ce n'est plus uniquement la question des mandats qui est en question, mais également ils demandent par exemple la démission du président Boubacar Keïta. Bon, ils ont obtenu la dissolution de la Cour constitutionnelle, ça faisait partie de leurs exigences. Il faut souligner que leur plateforme a d'ailleurs même évolué. Dans un premier temps, il n'était pas question de demander la démission du président Ibeka. Il était question de plutôt renouveler la Cour constitutionnelle parce que ce mouvement estime que la crise est partie justement des manigances qu'il y a eu au niveau de la Cour constitutionnelle par rapport à l'invalidation de députés qui étaient élus. Tout à fait. Et ensuite la validation des mandats de députés qui étaient proches du parti au pouvoir. Sauf qu'aujourd'hui, la démission du président malien Ibrahim Boubacar Keïta est l'une des exigences de ce mouvement du 5 juin. Justement, la CEDEAO, le chef d'État, qui a menacé de sanctions ceux qui s'opposeront justement à son plan de sortie de crise au Mali qui prévoit, je le disais, la démission de ces députés et les élections partielles. Mais absolument, ça démontre jusqu'à quel point la CEDEAO, quoi qu'on dise, est impliquée dans ce processus de négociation, j'allais dire de médiation. Vous savez, dans ce genre de situation, quand vous avez des acteurs qui ont chacun des postures et des intérêts à défendre, surtout que ces intérêts, ces postures souvent sont entremêlés et ça rend assez complexe le travail en fait, des médiateurs. Je crois qu'obtenir, ou une condition, j'allais dire, du départ, par exemple, de la démission, par exemple, de ces 31 députés, sont peut-être pour moi des signes
je vais dire, annonciation ou à des indicateurs qui peuvent permettre peut-être à l'autre camp, si ils ne sont pas encore arrivés à une posture assez extrême, ce que je doute fortement. Parce que quand on regarde très bien, on sent qu'aujourd'hui, on l'a dit, il y a certainement peut-être un élément déclencheur, mais quand on regarde l'ensemble du mouvement, on sent une très bonne organisation, une très bonne structuration autour d'un certain nombre d'acteurs. Et vous avez vu qu'aujourd'hui, l'acteur qui porte en fait, c'est un guide religieux, donc entremêlé entre des aspirations évidemment politiques, sociales, mais aussi fondamentalement idéologiques. C'est ce qui rend, je vais le dire, la médiation de la CEDEAO, c'est difficile, parce que quand on a affaire à des crises ou des conflits qui sont d'ordre, j'allais dire, orientés vers des intérêts, je vais dire, de besoins ou des intérêts matériels, c'est assez difficile, mais là, dès lors qu'on a une posture idéologique, ça devient très d'abord complexe. Politique. Elle est d'abord politique, elle est enrobée, c'est d'abord politique, sociale, mais vous sentez très bien que derrière, il y a une volonté d'en découdre avec, je l'ai dit, le gouvernement en place. Donc, on n'est pas très loin des prémices qui vont certainement, on va le suivre avec beaucoup d'attention, qui ressemble à ce qui s'est passé au Burkina. J'allais dire, les éléments sont réunis pour qu'on parle. Et justement, avant d'en arriver là, est-ce que ces recommandations de la CEDEAO peuvent prospérer, d'autant plus que ces recommandations sont à mettre en œuvre avant vendredi, et le mouvement de contestation, puisque là, qui ne s'est pas encore prononcé, exige toujours la démission du président malien? Non, c'est ce que je disais tantôt, les postures sont très figées actuellement. Vous savez, en matière de médiation, contrairement à ce qu'on pense, ce sont les acteurs d'abord qui décident volontairement d'aller à la négociation. Et ce sont les acteurs, une fois de plus, qui décident évidemment de trouver des solutions. La CEDEAO est là pour certainement faciliter et que les parties en présence puissent changer de posture, justement, qu'il y ait de la flexibilité. C'est vrai qu'aujourd'hui, cette médiation ressemble à ce qu'on appelle dans le jargon de la médiation, une médiation robuste, puisqu'il y a des sanctions qui sont exhibées. Certainement, ça pourra amener les uns et les autres, d'autant plus que, également, dans ces sanctions, on parle, certainement, ça va venir, peut-être du genre des avoirs, des interdictions de voyage, ça peut amener les uns les autres peut-être à revoir leur position dans une certaine mesure. Asegna Somda, est-ce que la composition justement hétéroclite de ce mouvement ne change pas la donne? Il a relevé tout de suite, il y a des politiques, il y a des acteurs de la société civile, il y a des religieux. Le mouvement qui est porté justement par le guide religieux. Merci. En fait, j'étais en train justement de développer un point important pour qu'on sache vers d'où on est quitté et vers où nous partons. Puisque initialement, il s'agissait d'abord de demander la dissolution du Parlement, la formation d'un gouvernement de transition, le remplacement d'un neuf juge constitutionnel et la nomination d'un premier ministre par le M5. Voilà les revendications initiales. Et dans un discours le 8 juillet, Ibeka s'adresse à la nation et maintient le Parlement. Maintient sa confiance au Premier ministre Boubou Cissé. Et ensuite, il a fini par juste remplacer les 9 juges constitutionnels. Donc, c'est juste ce que Ibeka avait cédé. Et donc, les positions se sont radicalisées. Et depuis lors, le M5 a mis justement dans sa plateforme désormais la démission même du président Ibeka. Et je pense que c'est ce qui a finalement poussé la CEDEAO à s'impliquer dans cette crise. Et donc, de ce qui s'est passé la semaine dernière, lorsque d'abord Goodluck Jonathan est allé 2 fois à l'Assemblée du Nigeria, ensuite les 5 chefs d'État de la CEDEAO, dont le président en exercice Issoufou, le président nigérien, le président ghanéen, le président ivoirien, le président sénégalais. Ils sont partis, ils ont écouté les différentes parties. Mais à la sortie justement de cette médiation, qu'a dit Imam Dicko? Il a dit je préfère mourir en martyr que de mourir traître. Voilà. Donc, et il dit, de ce qu'a dit la CEDEAO, ils n'ont trouvé rien d'intéressant qui puisse faire évoluer leur position. Voilà ce qui s'est dit au sortir juste de la négociation. Est-ce que les ingrédients sont réunis pour aller vers un mouvement insurrectionnel? C'est même un mouvement insurrectionnel qui est en cours au Mali. Quand on regarde les dernières images où l'Assemblée a été prise en partie, voilà, les rues, ça c'est véritablement un mouvement insurrectionnel. Maintenant, vous avez posé une question aussi intéressante. Est-ce que le M5 est une force homogène? Vous l'avez souligné, c'est une force hétéroclite. C'est-à-dire, elle est hétérogène. C'est-à-dire, les acteurs n'ont pas forcément les mêmes centres d'intérêt. Parce qu'à l'intérieur, les acteurs politiques ont leurs revendications qui sont naturellement sous fond politique. Mais l'imam Dicko
est celui-là qui agrège, qui articule ces différents intérêts. Mais lui-même, il a précisé qu'il n'a pas d'agenda, il n'a pas des ambitions présidentielles. Voilà, il ne fait que, justement, recueillir, concentrer, justement, des frustrations d'un certain nombre d'actes en matière de malgouvernance, en matière d'implication de la famille. Est-ce que ça ne complique pas la médiation, cette forme exact, justement, c'est d'où, justement, la complexification, justement, de la médiation, parce que ce n'est pas des forces homogènes. Voilà, on peut aujourd'hui satisfaire aux revendications politiques, mais il y a des revendications, justement, désormais, qui ne sont même plus d'ordre politique, parce que à l'intérieur, qu'est-ce que les gens demandent aussi? Ils demandent à ce que, justement, le Mali, ils disent le Mali n'est plus les acteurs politiques. C'est même la classe politique dans son entièreté même qui est remise en cause, parce que les Maliens estiment désormais, ceux qui sont dans les rues, estiment désormais que ce ne sont même plus des forces de changement qualitatif pour, justement, la nation malienne, et qu'il faut changer, justement, de paradigme. Voilà comment... Il faut changer de paradigme dans la médiation, tout en tenant compte, justement, de cette forme hétéroclite. Deux choses. Il relève quelque chose à la fin qui est assez intéressante. Évidemment, si on demande le changement de régime, je reviens un peu là-dessus, et quand on regarde justement l'articulation des acteurs, quand on regarde évidemment les agendas, les aspirations et l'organisation, une fois de plus, il faut bien le noter, on l'a dit, il ne faut pas avoir peur de mots, on est en pleine insurrection parce que la CEDEAO, évidemment, va avoir du mal, justement, à faire infléchir très rapidement parce qu'il y a des postures orientées très idéologiques et qui complexifient la situation. Donc, du coup, il va falloir, et vous savez, une médiation, c'est un processus. C'est vrai qu'il faut, vous l'avez relevé, il y a eu des bons offices, évidemment. Il y a eu également la volonté, effectivement, d'amener les acteurs à revoir leurs positions. Certainement que les sanctions vont essayer peut-être de faire bouger les lignes, mais je peux parier que cette situation, cette crise, elle n'a pas encore fini de révéler en fait des agendas cachés et gageons qu'on n'arrive pas au pire, le scénario catastrophique qui est que le Mali se retrouve dans une situation d'instabilité, parce que c'est de ça qu'il s'agit fondamentalement. Alors le président ivoirien, il a dit, je le cite, la crédibilité de la CEDEAO est en jeu dans cette crise, et il va plus loin, nous sommes du côté du peuple malien, mais nous ne sommes pas du côté du désordre. Ben oui, vous savez, en fait ça pose la problématique de la question de la médiation et du rôle de médiateur. Évidemment, la CEDEAO joue sa crédibilité dans, je vais dire, l'approche qu'elle va mener vis-à-vis de ces différents acteurs, parce qu'elle doit montrer une certaine neutralité, mais en même temps aussi, évidemment, elle doit tenir compte aussi de l'ordre, du respect justement de cet ordre constitutionnel, pour ne pas, justement, parce que inspirer, j'allais le dire aussi, d'autres États ou d'autres peuples également, qui sont aussi en attente, certainement, des insatisfactions par rapport à la gouvernance. Et vous suivez mon regard un peu partout dans la sous-région. L'année 2020, c'est une année électorale. C'est une année électorale avec beaucoup d'enjeux, beaucoup de défis. Donc il va falloir certainement, c'est pourquoi je parlais tantôt d'une médiation, mais en réalité un peu robuste, où on essaie de muscler un peu, bander un peu les muscles pour amener les acteurs certainement. On espère qu'ils vont attendre, mais je veux dire que, au risque de me répéter, que la situation dans laquelle nous nous trouvons, si la solution doit revenir, ce n'est pas forcément la CEDEAO qui va trouver la solution, mais ça viendra des acteurs s'ils prennent en compte évidemment l'intérêt supérieur de la nation malienne. C'est de ça qu'il s'agit, je pense. On va évoluer très rapidement dans le débat. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta le disait justement ce lundi. Il dit le but de ces manifestations organisées par l'imam Diko est de conduire à une transition dirigée par le célèbre marabout et qui devrait ouvrir la voie à un État islamique. Est-ce qu'on court justement vers un État islamique au Mali? Bon, ça c'est... Bon, il faut... ils sont dans un bras de fer, et moi, j'ai écouté maintes fois l'imam Mahmoud Diko. Il dit ne pas avoir, pour des ambitions présidentielles. Parce que c'est pas ça le but de son mouvement. Faut-il les rappeler? C'est une opinion, voire d'un mauvais le fait que tout à fait, tout à fait. Par un imam. Tout à fait. Et justement, c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup d'observateurs qui sont, bien que soutenant les mouvements sociaux, parce que ce sont des manifestations aussi, ce sont des signes
voilà, de démocratie essoufflée ou des revendications justement pour en tout cas une meilleure gouvernance au niveau de nos États. Le Burkina Faso a vécu cette expérience en 2014, c'est pas loin de nous, donc on est un peu mal placé aussi pour dire aux Maliens de ne pas faire un mouvement insurrectionnel, mais en même temps il faut tirer les leçons de tout ce qui s'est passé aussi au Burkina. Et je pense que l'imam Dicko, les acteurs politiques et la société civile qui gravitent autour de lui ont dans un premier temps, parce que moi je me réfère encore à ce qu'ils ont dit précédemment. Okay. Au début, ce n'était pas le départ du président Ibeka. C'est parce qu'ils ont vu un président qui essaie justement de ruser avec eux. C'est pour ça que les positions se sont radicalisées. Donc, ils ont mis dans la balance la démission du président Ibeka. Au départ, ce n'était pas ça. Donc, dire que Ibeka nous dise aujourd'hui que l'imam Mahmoud Dicko veut une transition qu'il va lui-même diriger, une transition islamiste. Qui va ouvrir un État islamique. Qui va ouvrir un État islamiste. Il faut qu'il se rappelle qu'il y a un mois de cela, un mois et demi en arrière, sa démission n'était pas justement sur la table. Okay. Voilà, donc ce qui fait que moi je prends un peu avec des pincettes cette déclaration du président Ibeka. C'est de bonne guerre. En disant cela, ça met toute la CEDEAO justement à se ranger derrière le président Ibeka parce que personne ne veut d'une somalisation du Mali. Voilà, c'est ça l'enjeu. Ibeka, en faisant une telle déclaration, le but c'est de dire à toute la communauté ouest-africaine qui, d'abord, tous les États sont des États laïques. Voilà, il n'y a pas d'État confessionnel en notre sein au niveau de la CEDEAO, en faisant savoir que l'agenda réel d'imam Mahmoud Dicko est de créer un État confessionnel. Vous voyez, du coup, ça crée une sympathie autour du président Ibeka et toute la communauté va se mobiliser pour faire échouer justement ce projet, ce présumé projet de création d'un État confessionnel. Okay. Voilà, donc il faut comprendre aussi la logique de Ibeka, c'est d'amener les chefs d'État de la CEDEAO déjà qui ont pris position. Voilà, à prendre davantage position. Et la phrase d'Alassane résume tout. Ibeka qui n'est pas à l'ordre du jour au niveau de la CEDEAO. Alors, Oumarou Paul Kolaga, est-ce qu'il faut prendre avec grand intérêt ces déclarations de Ibeka justement sur le fait que l'imam Dicko veut justement d'un État islamique au Mali? Bon, déjà que cette information reste à être consolidée, donc je vais dire sous réserve de que l'information soit vérifiée. Donc je préfère ne pas, elle est vérifiée. Alors, donc si elle est vérifiée, je me dis qu'on est dans une dynamique de négociation. Évidemment, vous sentez un président qui est très acculé, qui aujourd'hui est face à des acteurs qui sont intransigeants, dont les postures se radicalisent au fur et à mesure. Et donc, du coup, la pression monte dans les deux camps. Et donc, on peut comprendre, évidemment, s'il affirme de cette façon, c'est aussi une façon aussi de montrer des enchères, tout en sachant, évidemment, comme mon copanéliste l'a dit, en réalité, personne ne souhaiterait qu'on se retrouve dans une situation pareille avec les défis qui sont, voilà, auxquels les États de la région sont confrontés. Donc, il n'est pas question certainement de rajouter. Mais je voulais quand même relever une petite... Voilà, très rapidement. Vous dites que les chefs d'État de la CEDEAO ont plus de position. Ça, ce n'est pas le rôle des médiateurs. Peut-être ça peut donner l'impression, évidemment, mais ils défendent un ordre constitutionnel. Leur rôle, c'est d'être neutre, tout à fait. Mais ça peut donner... Donc, c'est des arabes. Voilà, donc, je crois que l'enjeu ici, c'est que les postures des uns et des autres rencontrent des intérêts qui sont satisfaisants. Ça veut dire tout simplement que chacune des parties a l'impression d'avoir gagné. Donc, on ne va pas dépouiller un président, je veux dire, légitimement et légalement, je veux dire, élu. Aujourd'hui, peut-être, non, j'allais dire, je me corrige, qui est légalement le président, même s'il a perdu sa légitimité, okay. Mais il reste encore, jusqu'à la fin de son mandat, le président en exercice. Donc, ne pas, je veux dire... tout de suite accéder à la requête du mouvement du M5, c'est tout de suite, je vais dire, donner une brèche facilement aux autres acteurs qui pourraient penser évidemment qu'on peut, d'un coup de baguette magique, même si les choses sont plus ou moins connues, on sait que les aspirations sont légitimes, les frustrations, on les connaît, c'est d'ordre politique, social, économique, de tout ce que vous pouvez imaginer, bien sûr, idéologique également. Donc on peut comprendre cela, mais cela ne nous donne pas, je veux dire,
je veux dire, un blanc-seing pour tout de suite aller, surtout que ces États comme le Mali et comme d'autres États de la sous-région sont dans une situation assez compliquée avec beaucoup de défis, notamment le défi le plus connu, c'est le défi sécuritaire, une situation dégradée. Et si on ajoute encore, si on n'arrive pas à résoudre cette question, je veux dire maintenant, ce qui fait que le contexte actuellement du Mali il est un peu différent du contexte du Burkina, pour comparaison n'est pas raison. Donc aujourd'hui, il faut quand même une certaine, je veux dire, rigidité. Les médiateurs de la CEDEAO, en même temps qu'ils veulent amener les uns et les autres à être flexibles, mais on se trouve qu'aujourd'hui, l'intérêt majeur, c'est le Mali et c'est la sous-région. Donc du coup, l'un dans l'autre, on est obligé forcément d'aller peut-être vers ces sanctions qui ont commencé, ces quelques prémices de sanctions. Évidemment, si ça ne bouge pas, d'autres vont venir pour compléter ce lot de sanctions. On va revenir sur l'impact justement de cette crise politique et sécuritaire justement au niveau du Mali sur les États voisins. Si vous voulez, sur l'Afrique occidentale, j'aimerais préciser, pour rappeler à Kuala Umaru que le plan de sortie de crise au Mali de la CEDEAO prévoit le maintien au pouvoir du président Ibrahim Boubacar Keïta, mais prône justement la constitution rapide d'un gouvernement d'union nationale et des élections législatives partielles. C'est justement la synthèse justement de ces recommandations. Tout à fait normal. Ouais, c'est tout à fait normal. Oui, je voudrais juste ajouter que la position de la CEDEAO est une position de principe qui est conforme justement au texte même de la communauté, le protocole sur la démocratie, la gouvernance et les élections, y compris le protocole additionnel ASP1 de 2001 sur la démocratie, la gouvernance et les élections. Donc la CEDEAO, c'est une position de principe. Son rôle. Voilà, elle est dans son rôle. Voilà, c'est-à-dire c'est de ne pas encourager justement les changements en griffe anticonstitutionnelle des régimes. Donc c'est pour ça que justement elle suggère, puisque par exemple Alassane dit on est avec le peuple malien mais on n'est pas pour le désordre. C'est-à-dire cette phrase résume tout. C'est-à-dire nous ne voulons pas de chiens-lits. Déjà, si vous vous souvenez, en 2011-2012, c'est ainsi que ça a commencé. Coup d'État sur ATT. Instabilité institutionnelle, avancée des groupes rebelles venus directement de Libye. Et on connaît tous la conséquence aujourd'hui. On a tous fini par empathie, parce que justement, on a vu les effets de la crise malienne sur les voisins immédiats que sont le Mali, le Burkina aujourd'hui, le Niger. Voilà, même encore qu'il faut rappeler que le Mali et le Niger en 2012 allaient faire face aux mêmes défis, mais n'ont pas réglé les choses de la même manière. Vous savez que parmi les combattants libyens, certains étaient d'origine nigérienne, d'autres d'origine malienne, mais qui combattaient dans l'armée libyenne. Et quand ils rentraient au pays, le Niger a tenu à les désarmer avant qu'ils ne rejoignent, qu'ils ne pénètrent le territoire nigérien. Le Mali avait fait le contraire. Il les avait accueillis, les avait même donné gîte, tout. Et ATT avait même donné de l'argent pour dire que c'est des compatriotes revenus de Libye qui sont en difficulté. Il leur avait même donné de l'argent. Voilà. Et quand ils se sont installés, on a vu la suite. C'est le Mali qui a été déstabilisé. Et avec le Mali aujourd'hui, ça a entraîné toute la sous-région. Est-ce qu'il faut craindre justement pour les autres États? Exact. Il faut craindre. Aujourd'hui, si la situation malienne, cette instabilité politique, parce qu'avant tout, les forces de défense et de sécurité sont sous le contrôle démocratique des autorités politiques régulièrement élues. Et donc, si ces autorités politiques n'ont pas aujourd'hui les coups de frange pour continuer justement de donner les orientations, de mettre en œuvre les politiques publiques de sécurité et de défense, il va sans dire que les groupes extrémistes vont gagner du terrain au Mali. Et gagner du terrain au Mali, c'est aussi gagner du terrain dans des pays comme le Burkina et le Niger. Voilà, sans oublier des États qui ne sont pas concernés actuellement de façon spécifique par la question extrémiste, de l'extrémisme violent, mais qui pourraient le connaître si toutefois la chienlit s'installe au Mali. En Côte d'Ivoire, voilà. Des incursions aussi au Bénin, voilà. Oui, non, j'allais dire qu'effectivement, il faut craindre que cette situation, si elle ne se règle pas très rapidement, qu'elle ait des effets sur non seulement à l'intérieur du Mali, parce que on l'a dit à plusieurs reprises aujourd'hui, le Mali fait partie des États fragiles, comme nos pays qui composent un peu, je veux dire, la zone. Donc du coup, il faut faire très attention. C'est vrai qu'il y a des revendications, pas que
on ne comprenne pas ces aspirations qui sont tout à fait légitimes, mais que le plus important aujourd'hui, c'est qu'on préserve en fait l'intérêt supérieur, une fois de plus, de la nation qui a un certain nombre de fondamentaux. Mais je crois que la question va au-delà, parce qu'aujourd'hui, on sent une volonté effectivement d'en découdre avec un régime, et à juste raison, on peut comprendre cela facilement. Mais les défis auxquels aujourd'hui l'État du Mali et bien plus tous les autres États sont confrontés nous amènent à faire très attention. Et peut-être une dernière chose, aujourd'hui, vous savez, c'est encore... On parlait d'insurrection, de prémices d'insurrection, sinon même que les ingrédients sont réunis. Il y a peut-être une inconnue qui ne s'est pas encore peut-être illustrée, qui est peut-être qu'aujourd'hui, parce qu'une insurrection, c'est aussi une situation politico-militaire. Donc, à la limite, si les politiques n'arrivent certainement pas peut-être à trouver ici maintenant des situations durables. Vous savez que dans une insurrection en général, on a 3 entités à titre pédagogique. Donc on a forcément la population à l'intérieur de laquelle on peut avoir plusieurs, les pour, les contre, les neutres. On a aussi, si vous voulez, je vais dire les acteurs, en fait, ceux qui aujourd'hui qui sont, je vais dire, dans la gouvernance. Je parle notamment du parti au pouvoir et ses alliés, mais on a aussi un autre acteur qui peut faire changer la donne. C'est-à-dire, s'il s'agit simplement de se ranger dans un camp ou dans un autre, on l'a vu un peu au Burkina, on l'a vu aussi un peu ailleurs, et on se retrouve dans une situation où peut-être que les inconnus ne sont peut-être pas encore... Alors, prions Dieu, et j'allais dire, je n'ai pas l'habitude de dire ça comme cela, je vais dire en tant qu'analyste, mais disons qu'aujourd'hui, il y a tellement de défis à relever. Je crois que la solution ne se retrouve pas forcément dans les bras du fer et justement dans les postures extrêmes. Très rapidement. Voilà. Est-ce qu'il faut croire avec l'ancien président nigérien Olusegun Obasanjo que si la digue du Mali cède, une vague d'insécurité va menacer toute l'Afrique? Exact. Ça, on n'a pas besoin de mettre ça sur un X pour comprendre. Je voudrais dire, il ne faudrait pas que les gens soient focalisés sur les guerres, voilà, pour le contrôle de l'État malien, et oublier que le plus grand bien qui reste au Mali, c'est bien son territoire. Et si le Mali est déstabilisé aujourd'hui, ça n'arrange pas toute la sous-région, sans oublier justement toutes ces forces conjointes, G5 Sahel, l'Iptato Gourma, donc des initiatives communes que nous avions ensemble. Si le Mali est déstabilisé aujourd'hui, toutes ces initiatives-là seront justement mises en échec. Merci Assegna Sondage. Je rappelle que vous êtes chargé de programme au CGD, le Centre pour la gouvernance démocratique. Et Oumarou Paul Koualaga est avec nous également sur ce plateau, expert en relations internationales, directeur général de l'Institut de stratégie et de relations internationales. Merci pour l'invitation. Merci à vous de passer sur nos plateaux du Forum de l'actualité. Merci également à vous, chers téléspectateurs. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour une autre thématique.